Avec les pays, c'est comme avec les gens. On peut, pour des raisons que la raison ne connaît point, avoir des coups de foudre. Je n'ai pas eu le coup de foudre pour la Chine, ou si je l'ai eu, il n'a pas duré longtemps, car je me suis mis à douter de ses attraits, de sa beauté, et peut-être aussi de son intérêt pour moi. Pendant 1 an ou 2, j'ai fait durer cet amour que je croyais mort. Plus d'une fois, j'ai failli l'enterrer. Avec le recul pourtant, je me félicite d'avoir été lâche. Lâche à la manière des amants fatigués qui n'aiment plus et qui restent malgré tout. Car entre la Chine et moi, il y a eu un coup de foudre à retardement. Après, une période de désamour, qui je crois, est à l'amour véritable ce que les épreuves, les grandes épreuves, sont à une vie pleinement vécue. L'extrait qui suit rend compte de mon désamour passé pour la Chine. Deux femmes, l'une trop jeune pour être appelée femme avant de longues années, mais si femme déjà dans ce qu'elle laisse présager. L'autre tellement femme depuis si longtemps que je ne peux même plus la dire jeune sans l'offenser, dorment à l'unisson. À les embrasser d'un regard dont je suis seul touché, à moins qu'elles ne sentent, dans leur sommeil, que ce regard est en concurrence avec une caresse, je me sens à la fois trop et pas assez pour comprendre ce que je fais là, assis au bord du lit à les regarder au lieu d'être endormi à leur côté. J'essaie de régler ma respiration sur la leur, sans y arriver, la leur étant tout à la fois différente et supérieurement alignée. Je veux la mienne comme je me veux moi-même vis-à-vis d'elle, complice, sinon parfaitement semblable. Je ne parviens qu'à être bruyant et déréglé. Elles dorment à poing fermé et cela tombe bien, car, sous mon toit chinois, mon moi d'étranger a besoin de temps pour leur glisser à l'oreille l'histoire de mon amour pour la Chine et de comment il s'est éteint. Beaucoup diront que je me cache derrière mon enfant pour écrire ce que je n'ai pas le courage d'écrire en mon nom. Depuis qu'elle est née, pourtant, cet enfant me dicte à peu près tout. Je me demande même si ce chapitre 10, Papa a la parole, n'est pas tout aussi dicté que les autres par ma petite Emma. C'est elle, après tout, qui m'a demandé de l'écrire. « Toi d'abord, papa. Pas de galanterie, m'a-t-elle dit. Je veux que la seconde moitié de mon journal soit entièrement féminin. Faire entendre ma voix et mes raisons dans son journal avant qu'elle ne reprenne la parole et que ne vienne le tour de sa maman ne m'avantage pas. Emma a-t-elle instinctivement compris que, dans un débat d'idées, les premiers à s'exprimer ont rarement les meilleurs arguments? Qu'importe, je souhaite que rien de ce que je vais dire ne compte, tant j'ai peu à gagner à vouloir l'emporter sur les sentiments de celles qui parleront après moi. Mon cœur est greffé depuis si longtemps sur la culture que mon esprit veut rejeter, que je me sens comme un espion dont la mission serait de révéler d'embarrassants secrets au monde entier. Les Chinoises seraient comme ceci, la Chine comme cela. C'est peu de dire que j'ai essayé d'intégrer mon esprit au paysage, avant que ne m'envahisse tout à fait l'impression de risquer mon intégrité à rester dans ce pays. 10 ans j'ai évité les obstacles que me découvrait mon corps, mon cœur, mon esprit, au détour d'une existence qui semblait avancer sur des rails, ma foi, solides et droits. J'apprenais la langue et ma vie n'était pas sans paisible conquête, qui ressemblait à autant d'arrêts en gare, de loin en loin. Est-ce que je progressais? Si je n'étais pas en chemin vers des sommets himalayens, du moins je ne me sentais pas descendre.
Lorsque, peu après avoir changé de ville, j'ai rencontré ma future femme, une femme d'ici, mais différente des femmes d'ici, je me suis senti renforcé dans l'idée que j'étais dans le bon train, d'autant que très vite nous avons eu un enfant, merveilleux enfant né avec le bon billet dans la main. Plus fort que jamais, je me suis mis à creuser l'idée de faire mon trou ici, dans ses implications les plus profondes, jusqu'à ce jour retentissant, où j'ai tiré la sonnette d'alarme que, sans en sentir le poids, je portais en moi depuis longtemps. Le coup d'arrêt fut brutal. La sueur au front, je me suis hissé hors du trou auquel j'avais travaillé comme un fossoyeur, et me suis entendu crier que ce trou n'était pas pour moi. Mon train-train chinois gisait au fond. Oublieux d'abord de ma femme et de ma fille, qui d'après mon image se trouvaient encore au fond du trou. J'ai éprouvé pendant un violent moment le désir de vivre ou de revivre ailleurs, puisque c'était mourir ou être presque mort déjà que de continuer ici. Ma vie en Chine était subitement devenue ce qu'elle m'est encore aujourd'hui, une Chine de vie. Comment en étais-je arrivé là? Grâce à ma femme et ma fille, montées à bord au moment où ma vie en avait le plus besoin, tout allait plutôt bon train. Alors que s'était-il passé? D'un point de vue purement technique, l'explication est à chercher dans mon ancienne passion pour la lecture. Je venais tout simplement de faire l'éprouvante expérience de la puissance du monologue d'Hamlet. Dans un moment comme seul le théâtre peut en créer, j'avais subitement compris, à plus de 40 ans, que le bouffon qui voyageait pour s'amuser de la vie s'était arrêté, et qu'il ne restait plus que moi, tristement immobile, à réfléchir sur la vie et sur la mort. La Chine m'avait arrêté quelque part dans mon élan. Par la sorte d'existence tragiquement sérieuse qu'elle impose aux gens, elle m'avait fait oublier de rire de ceux qui me disaient que je m'arrêterais un jour. Pire, je vivais à présent parmi des gens dont le type de vie aurait plus que tout autre dû provoquer mon rire. En comprenant ma perte, je pleurais avec une intensité dont je ne me croyais plus guère capable que pour ma fille. Mon moment Hamlet n'aurait pas été aussi puissant s'il n'avait pas été immédiatement suivi par un moment Rousseau. Il faut avoir beaucoup et passionnément lu pour comprendre l'énorme bombe à retardement que la littérature peut être, à un moment donné, dans la vie d'un individu. Depuis trop longtemps, dans un pays d'où même la lecture ne me donnait plus l'impression de m'échapper, ce moment était pour moi venu. Étudiant, j'en avais gaspillé des heures à vouloir mémoriser des citations. Or voilà qu'après avoir perdu jusqu'au souvenir du livre d'où ils sont extraits, me revenaient des mots de Jean-Jacques pour réfléchir sur ma condition et sur celle des gens d'ici. Le bonheur n'a point d'enseigne extérieure. Pour le connaître, il faudrait lire dans le cœur de l'homme heureux, dit-il quelque part dans les rêveries du promeneur solitaire. Étais-je heureux? Difficile à dire. J'avais toutefois eu très nettement l'impression d'être malheureux parmi les Japonais, quelques années plus tôt, probablement pour des raisons assez semblables à celles qui me poussaient à savoir si j'étais heureux à présent. Et c'est très logiquement que je ne m'étais pas attardé au Japon. Les gens d'ici étaient-ils heureux? Rousseau avait raison, impossible de le savoir. Mais si, comme le philosophe ajoute juste après, le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à qui l'aperçoit. Alors, me suis-je dit, alors les gens d'ici n'étaient pas contents, ou du moins n'étaient-ils pas contents d'une façon qui me fût compréhensible. Je pouvais être content au milieu d'eux et comme malgré eux, mais avec eux, grâce à eux, je n'y avais pas beaucoup réussi en 10 ans, et je le comprenais à présent, je n'y réussirais plus. Cela demandait des pouvoirs que je n'avais pas, des pouvoirs surhumains ou, pour moi du moins, suroccidentaux. Puisque j'ai dit non au Japon, pays pourtant attirant, pourquoi feindrais-je plus longtemps mon oui à un pays où je ne trouve plus assez de contentement? Pour une femme et une fille, nées toutes deux ici et apparemment contentes de leur vie sous mon toit chinois. Il n'y a que pour sa famille qu'un homme a le droit, et peut-être même le devoir, d'oublier son contentement. Jusqu'à temps qu'elle soit convaincue qu'il serait bon de partir, non seulement pour mon bonheur, mais aussi et surtout pour le leur,
j'oublierai que je ne suis pas heureux ici. Cela dit, la bataille amoureuse pour convaincre Lippé et ma femme a bel et bien commencé. En voici un récent extrait. À choisir, on s'en irait demain, si seulement tu voyais notre vie d'ici avec les mêmes yeux que moi, dis-je. Tu as les yeux clairs, répond-elle, mais tu ne vois pas pour autant la situation plus clairement. Tous les inconvénients de mon pays, inconvénients qu'elle voit très bien, malgré ses yeux foncés, ne devraient pas te faire oublier, continue-t-elle, qu'on ne retrouverait pas ailleurs les conditions de vie dont nous profitons ici. Je l'interromps avec un argument qui, je le sais, ne la laisse pas indifférente. Malgré la pollution? Malgré la pollution, dit-elle, cachant ses sentiments sur la pollution derrière le masque d'un trop grand sérieux. Ma femme sait pourtant que je suis un grand enfant qui, quand il voit un masque qui l'effraie ou qui ne lui plaît pas, doit l'arracher. Malgré la pollution, vraiment, tu sais que je ne parle pas que de la pollution qui détériore les poumons, l'instrument de travail principal des professeurs de yoga. Elle sait, répond-elle, avec un calme qui m'oblige à m'enfoncer dans les malgrés désobligeants. Malgré le risque de faire subir à notre fille les conséquences d'un mauvais système éducatif. Malgré qu'Emma ait plus de chances de devenir une adolescente colle-écran dans un pays qui invite ses enfants à baisser la tête. Je ne mentionne pas le manque de gaieté ni le déficit public de rire, car LP ne manquerait pas, pour me contredire, de rire gaiement de ce genre d'arguments. Il faudrait trouver du travail ailleurs, finit-elle par dire, entendant par là, en me perçant de ses yeux noirs, qu'il faudrait que je trouve du travail ailleurs, car ne parlant que le chinois, elle serait exemptée à jamais de travailler si l'on quittait le pays où elle a la possibilité de vivre dans son langage. Dans la langue de laquelle il faudrait pourtant qu'elle sorte, si l'on s'en allait, ma femme avance enfin son argument majeur. Elle ne souhaite pas mettre la clé sous la porte de sa petite école de yoga. Espérer la rouvrir ailleurs? On devrait payer des taxes, des impôts. On serait sur la paille avant d'avoir 10 tapis de yoga. Comment paierait-on alors pour le fameux droit que je souhaite autant que toi, pour notre Emma, de lever la tête? J'écoute sans rien dire. Je sais que LP, qui connaît son métier comme personne, a mis le doigt sur le point où mon projet de départ risque de coincer à jamais. D'une part, je ne travaille pas assez. À salaire presque égal, j'en fais comparativement 2 fois moins ici que si je devais soudain me retrouver dans mon pays natal. Mon existence de voyageur, qui s'est arrêtée en Chine après du moins m'y avoir lentement conduit, n'avait-elle pas pour principe directeur qu'il était possible d'être heureux en travaillant moins, beaucoup moins, extrêmement atypique, dans un pays où l'on trouverait presque élégant de se plier en quatre pour grappiller tout ce qu'on peut. Connaissant la raideur de ma position sur la question du labeur, ma femme craint qu'il me soit à peu près impossible d'encore adopter, sinon de tenir un peu longtemps, la posture laborieuse de l'homme prêt à tout pour nourrir sa famille. Très injuste, de la part de mon professeur de yoga, de douter que je puisse gagner en souplesse et en concentration pour une si bonne raison, quel que soit l'âge. D'autre part, nos cours de yoga ne rendent pas seulement quelques dizaines de gens d'ici plus souples et contents, ils nous aident à respirer financièrement. Sans l'activité de ma femme, comment continuerait-on à rêver de posséder un jour une maison au milieu d'un jardin? Ici, il est vrai, on ne peut compter que sur nos économies, mais dans un pays où rien n'est à espérer en termes d'assurance maladie ou de pension de vieillesse, les gens se vengent d'un gouvernement démissionnaire en ne payant pas d'impôts, pas de taxes. Tout ce que ma femme gagne peut être économisé ou dépensé au yuan près. Ailleurs, il faudrait jouer selon d'autres règles. Bien sûr, forcer ma femme à travailler dans un restaurant chinois ou dans un atelier clandestin pendant que je travaille 3 fois plus, pour presque moins, n'est pas une option, même si cela lui permettrait au moins de pratiquer sa langue à l'étranger. Qui sait d'ailleurs si elle ne trouverait pas de l'emploi plus vite que moi? Elle ne sait même pas qu'à presque 50 ans, me faire engager dans un pays où je n'ai pas vécu pendant 20 ans relèverait de l'exploit. Puis-je faire courir de tels risques à ma femme, à ma fille? Ni Hamlet ni Rousseau ne m'aident à répondre. Ma femme a-t-elle raison de vouloir rester? Me poser la question ne calme pas plus mon besoin d'évasion que si, prisonnier, je partageais ma cellule avec ma femme et mon enfant.
Elles sont telles que, même si je ne les laisserais pour rien au monde, je m'en vais la nuit. Elles me ménagent, inhabituel pour un professeur de yoga marié à son élève. Elle regarde moins son téléphone pour me tenir un peu plus compagnie. 2 beaux poissons frais du marché, devine combien? Me demande-t-elle à son retour de son cours du matin. Je lui réponds qu'ils étaient certainement pour rien, pour 3 fois rien. Exact, les poissons étaient presque donnés aujourd'hui, reprend-elle avec de l'enthousiasme pour 2. Combien on en mangerait par semaine de poissons frais, dans ton beau pays, jamais en proie aux marées noires? Je secoue la tête, me prépare à mettre des bottes pour ce combat, mais pensant à Emma qui est à l'école et qui aime tant le poisson, je me tais. Inutile d'essayer de mettre de l'eau dans mon vin, l'eau en Chine se boit chaude. Je voudrais quitter le pays de ma femme. Or, je ne veux pas quitter ma femme ni mon enfant. Donc je reste, quitte à tromper la nuit l'homme qui dit vouloir rester. Cette façon de formuler mon problème, si logique qu'il en semble presque acceptable, me fait penser à la Grèce, où je pose secrètement en rêve la maison et le jardin que me demande l'Ipée. D'un geste de la main, j'efface maison et jardin de la géographie affective de mon esprit. Nos plus belles années seront celles passées dans des endroits non reconnus comme nôtres. Cet appartement de fonction qu'on insulte au jour le jour, Lippé et moi, à penser tout haut à la maison où l'on serait si heureux. Ce pays que je veux abandonner. Tout cela me semble si insignifiant quand je regarde Emma jouer. Depuis peu, elle joue à partir en voyage. Elle met ses jouets préférés dans un grand sac en papier et annonce, en se dirigeant vers la cuisine, qu'elle est dans le taxi qui la conduit à l'aéroport. J'aime lui demander où elle va. Quand je voyageais activement, je croyais, sans devoir me le dire, que le contentement venait du mouvement, que comme une sorte de compagnon, il accompagnait naturellement partout où j'allais. Mon plus grand contentement désormais est d'accompagner Emma dans ses longs déplacements de quelques pas. Si mon exil est de rester ici, autant l'accompagner aussi souvent que je peux dans ses vacances imaginaires, jusqu'à ce qu'elle me dicte sa réponse à une question qui, à présent, s'adresse à elle et à sa maman beaucoup plus qu'à moi. Vous lirez, je vous prie, le chapitre intitulé Maman à la parole par vous-même.